Si jamais vous vous dites que vous avez une famille dysfonctionnelle, eh bien, il y a toujours pire que vous. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode de décryptage, analyse, review en détail de cet épisode 7 de la saison 1 de House of the Dragon. Ça y est, les choses commencent à s'accélérer. On voit déjà ce qu'ont amené tous les prémices du scénario, on voit que les choses commencent à se construire, des clans commencent à se former, des tensions commencent à être exacerbées. J'ai l'impression que c'est mon épisode préféré, j'ai l'impression que je dis ça chaque semaine. J'ai l'impression que c'est toujours de mieux en mieux, évidemment, ça va aller totalement crescendo jusqu'à la fin de cette saison. Et vous allez pleurer de devoir attendre la saison 2 qui risque en plus d'arriver en 2024, début 2024. Terrible! Voilà, désolé pour la mauvaise nouvelle. Alors ouais, non, c'était un épisode génial. Il y a plein d'éléments qui m'ont vraiment complètement passionné. Alors déjà, la musique. Je trouve que c'est l'épisode où on en a eu les musiques les plus exceptionnelles, les plus belles, qui mettaient le plus d'emphase. L'enterrement de Lena, la musique elle est complètement incroyable et direct elle te happe dans l'épisode parce que c'est le début de l'épisode. La scène avec Vhagar, la scène de conflit à la fin, il y a vraiment des musiques. Ramin Djawadi, voilà, c'est celui qui a fait toutes les musiques de Game of Thrones. De toute façon, le gars est trop fort. J'adore ce qu'il fait, voilà, et je suis totalement conquis. Alors il se passe des choses très fortes, mais paradoxalement il se passe pas non plus énormément de choses, mais en tout cas il se passe des choses marquantes. Du coup j'ai peut-être moins de choses à dire sur cet épisode. Alors j'ai beaucoup aimé la scène après l'enterrement où on est sur cette espèce de terrasse. Alors déjà on voit tous les dragons sont réunis là. Là il y a tous les dragons, toutes les familles, les dragons des Velaryon, les dragons de la famille de Alicent, enfin les descendants de Alicent, les dragons de Rhaenyra et de Daemon, enfin ouais, il y a toute la famille qui est là. Et donc on a ce plan incroyable avec tous les dragons et les gens sur la terrasse, et j'aime beaucoup cette scène de terrasse parce que c'est une scène qui dure et qui est très silencieuse. Et c'est un peu comme pendant le mariage de l'épisode 5, tout se fait dans des jeux de regard. C'est juste des gens qui se regardent et on sent les tensions qui naissent entre eux. Il y a très peu de choses qui sont dites, et quand elles sont dites, elles sont très marquantes. Comme Lucerys qui dit qu'il refuse de devenir prince de Driftmark parce que c'est une remarque très puérile, mais il dit que s'il devient prince de Driftmark, c'est que tout le monde sera mort, et lui il veut pas voir les gens mourir autour de lui. Voilà, on montre juste avec une scène que c'est quelqu'un d'assez sensible par rapport à ça, qu'il n'est pas du tout dans l'idéal de la lignée du pouvoir que peut avoir un Corlys Velaryon. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé cette scène. On a le retour de Otto Hightower en main du roi, qui reprend un peu les rênes de la famille de manière un peu violente quoi, quand il voit son petit-fils qui est ivre-mort dans un escalier, il le secoue, on voit que ça y est, il a arrêté d'être dans la subtilité et il a repris en main les rênes de sa famille. Voilà, donc il y a cette scène qui est très belle. On a Viserys qui demande à Daemon de revenir, et on voit que Daemon encore, voilà, il est presque outragé qu'on lui fasse une fleur, il ne supporte pas qu'on lui fasse de cadeaux, il veut tout obtenir de lui-même. Il y a la relation entre Daemon et Rhaenyra d'ailleurs qui se développe, voilà, l'inceste. L'inceste chez les Targaryens c'est toujours quelque chose, voilà. On sent que Viserys, on le voyait dans les autres épisodes, perdre en contenance et en capacité physique, mais là ça devient aussi mental parce qu'il passe à côté de Alicent. Je sais pas si vous avez remarqué, il lui dit je vais me coucher Emma, et en fait il l'appelle avec le nom de son ancienne épouse, donc on la voit qui devient livide, qui est complètement choquée par cette déclaration. C'est terrible en même temps, et je trouve que tout ce que vit Alicent est terrible. Je trouve que les gens sont vraiment prompts à juger ce personnage et à en faire une grande méchante, parce que quand on voit à travers ce qu'elle est passée, quand on voit que c'est quelqu'un qui complètement a été brisé par le moule de la royauté, le poids du pouvoir, soit il y a des gens qui se révèlent, soit il y a des gens que ça brise complètement. Alicent a toujours fait ce qu'on lui demandait de faire, elle a toujours respecté les codes, respecté l'honneur, respecté ces choses-là, et en fait elle se sent complètement délaissée, complètement méprisée, alors que elle se trouve être un parangon de valeur, de justice, et quand elle voit Rhaenyra qui a des bâtards et tout ça, qui n'a aucune conséquence par rapport à ça, et bien elle se demande pourquoi dans ce cas-là, moi j'ai vécu tout ce que j'ai vécu, pourquoi j'ai été marié à un vieux roi qui est malade, voilà. Je trouve que les personnages sont hyper bien écrits quoi, tous on comprend très bien leur psychologie, mais oui je trouve que Alicent et Rhaenyra, ça y est, ça fait 2 épisodes, moi je ne sais plus qui sont Millie Alcock et Emily Carré, enfin, les 2 jeunes actrices qui ont été très tristes de quitter, dans ma tête elles n'existent plus.
Je trouve que les deux actrices mais volent toutes les performances. Chaque fois qu'elles apparaissent, genre elles ont un espèce de charisme naturel, elles sont habitées par leur personnage. Elles jouent bien, cette scène de fin est tellement belle, tellement forte. On comprend un peu la panique qui se passe, on comprend parfaitement tous les enjeux qui sont déclenchés évidemment par moi ma scène préférée. Parce que j'attendais beaucoup celle du jeune Aemond qui va réclamer et dompter Vhagar, le plus gros dragon encore en vie. Alors Vhagar c'est un dragon femelle qui a participé à la conquête d'Aegon. Cette espèce de vieux serpent avec la peau qui lui pend. On sent que c'est un espèce de vieux matou qui est un peu difficile à mater, qui est très grande et très grosse, et du coup qui a besoin de beaucoup dormir, voilà. Je trouve qu'elle a vraiment ce côté vieux et lourd, j'aime beaucoup parce qu'on voit qu'elle a des trous dans les ailes, ce qui montre voilà, qu'elle a vécu des centaines de batailles. Hein. Toute la scène, depuis le moment où il est à deux doigts de se faire brûler jusqu'à ce qu'il réussisse enfin à la dompter, je la trouve très belle, très drôle, très intense. Alors Vhagar en image synthèse est absolument incroyable, ça se voit que c'est une scène, ils se sont dit on met le paquet parce que là c'est une scène marquante. L'ascension du jeune Aemond sur le dos de ce dragon immense, le moment où il est accroché à une corde et il est à deux doigts de s'envoler, c'est hyper drôle en vrai, c'est dans la mise en scène, c'est hyper marrant comme c'est montré quoi. Et on sent que voilà, sa mort elle peut se jouer à pas grand chose, que c'est un petit gamin mais que dès que Vhagar elle commence à se secouer un peu, ce gamin de 10 ans il est à deux doigts de se péter la gueule quoi. Puis j'aime bien voilà, le moment où il doit éviter les mouettes, le moment où petit à petit il commence à comprendre qu'il la dompte et qu'il la contrôle et ça se voit que juste au dos du dragon il prend en confiance et j'aime beaucoup cette espèce de switch de personnalité qu'il a mais juste après où c'était un enfant qui était un peu bully, martyrisé par ses frères et d'un coup il a dompté le plus gros dragon de Westeros et du coup il devient hyper hautain, il a plus peur de rien et là il se met à provoquer les fils de Rhaenyra et de Bella. Alors on pourrait presque croire que cette petite bataille entre jeunes ça arrive, hein, c'est crise d'adolescence, voilà, tout le monde se met sur la gueule, mais on sent qu'ils reproduisent les schémas et les histoires que leur ont mis leurs parents dans la tête, qui se traitent voilà, de bâtards, lui est accusé d'avoir volé Vhagar, enfin ça dégénère, et on a ce moment assez fatidique où Lucerys lui tranche un œil, ce qui permet de revenir, parce que ça c'est plus un spoil sur l'épisode d'avant, la sœur de Aemond, Helaena, donc qui est promise à Aegon, je vous disais que je pense qu'ils en avaient fait une verroyante, parce qu'elle avait des espèces elle disait des choses prophétiques en caressant les insectes. Et elle disait que pour avoir un dragon, il devrait d'abord perdre un œil dans l'épisode précédent. Voilà, ce qui me permet de très clairement théoriser, d'être à peu près sûr que c'est une verroyante. Et on a cette scène de finale de conflit dans le hall de Driftmark, où vraiment on sent qu'il y a deux clans qui se créent d'ailleurs. Alors je suis plus sûr, il me semble que dans les livres, Vaemond Velaryon, le frère de Corlys Velaryon, n'existe pas. Et là j'aime bien parce qu'on sent qui prend le parti de la reine Alicent et ce qui crée une scission au cœur même de la famille Velaryon. Et par exemple pendant l'enterrement de Laena, en parlant valyrien, il fait passer des pics sur le fait que le sang pur est important et que les enfants de Rhaenyra ne seraient pas des Targaryens. Ce qui fait rire Daemon en plein milieu de l'enterrement de sa femme. Encore une fois, voilà, Daemon toujours dans la provoque. Ouais, je trouve que là, on commence à avoir un panel de personnages ultra charismatiques. Cette scène finale est très très belle je trouve, où d'un coup la façade de Alicent, pour elle c'est trop d'injustice envers sa personne, elle s'effondre et elle s'en prend à Rhaenyra qui cristallise en fait tout ce dont elle a été privée. Du point de vue d'Alicent, c'est vrai que y a beaucoup d'injustice et le fait que son fils perde un œil, disons qu'elle soit attaquée physiquement dans sa chair, c'est la goutte de trop qui fait déborder le vase en fait. C'est pas une petite dispute entre gamins, allez tapez-vous dans la main et tant pis, on passe à autre chose. Ce qui est aussi le point de vue de Viserys, et je trouve que à ce moment-là, c'est presque le point de vue le plus sensé. Viserys il dit mais arrêtez, vous êtes une famille quoi, enfin n'en parlons plus, c'est un accident, enfin pourquoi vous foutez sur la gueule en fait. Je trouve qu'en tant que spectateur on commence à se dire bah, c'est vrai que ça va un peu loin quand même cette histoire, pourquoi tout ce beau monde se fout sur la gueule en fait. Tout le monde commence à être persuadé que l'autre est une menace, que l'autre va vouloir l'agresser. Effectivement je pense que c'est un accident, il a agi sous le coup de la colère et Lucerys il tranche l'œil de Aemond. Factuellement on peut prendre ça comme une attaque d'une partie de la famille sur l'autre, voilà. Donc la frontière entre la diplomatie et la guerre commence à se flouter et on comprend que ça peut vite partir en cacahuète. Surtout que là on nous a bien montré les dragons de toutes les familles. Puis j'aime beaucoup que les Hightower soient toujours habillés en vert, comme la fameuse robe du mariage, toujours habillés en vert, et que les Targaryens soient habillés en noir et en rouge. Même dans leurs vêtements, on les pousse à être en conflit et on marque une barrière entre eux quoi.
Et à la fin, du coup, on voit la famille Alicent et de Viserys, les Hightower, du coup. Oui, je considère que c'est plus des Hightower que des Targaryens, alors que c'est clairement des Targaryens. Mais on les voit repartir et on voit 3 dragons. Alors on voit évidemment Vhagar et on voit 2 autres dragons. C'est Dreamfire, son cheveu. Le dragon de Helena Targaryen, donc la petite gamine, elle a son dragon, et Sunfire, Feu du Soleil, qui est un dragon doré, on le voit de loin, on n'arrive pas très bien à voir que c'est un magnifique dragon, évidemment on nous le montrera le moment opportun. C'est-à-dire que ces 3 enfants-là ont des dragons et ont des gros dragons, parce que Vhagar, je le répète, c'est le plus gros dragon, qui a presque quasiment 200 ans, 300 ans je crois, au moment des faits. C'est un épisode qui nous montre la qualité de l'écriture de la série depuis l'épisode 1, où on comprend que tout ce qui a été écrit, toutes ces relations qui ont été tissées de manière extrêmement subtile, trouvent une apothéose, voilà, dans cet épisode. On n'est même pas à la fin, le 8, 9, 10, ça va être tellement intense, vous allez voir, ça va être tellement chouette. Je n'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir regarder ça et d'en parler avec vous. Et on finit sur un gros twist, cet épisode finit sur un gros twist qui moi-même m'a surpris. La fuite et la mort simulée de Laenor Velaryon. Pourquoi je vous dis que ça m'a surpris? Parce que dans les livres, Laenor meurt. Laenor décède, c'est vraiment son amant Karl qui le tue dans le marché d'un petit village, et on soupçonne une querelle amoureuse, on soupçonne de la jalousie, mais on soupçonne également Daemon d'avoir fait assassiner Laenor pour ensuite pouvoir épouser Rhaenyra. La scène de mariage aussi est très chouette, j'aime beaucoup cette espèce de mariage un peu primal, comme les anciens mariages valériens. J'aime beaucoup les robes qu'ils ont où ils se coupent la lèvre avec du ver dragon. Le ver dragon, c'est ce qui permet de tuer les White Walkers. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est utilisé à la fin de la série Game of Thrones pour ils se mettent des traces de sang. C'est un mariage à l'ancienne, un mariage ouais, qui a une aura presque mystique. Voilà, j'ai beaucoup aimé ça. Et donc je reviens à Laenor Velaryon. Qui donc dans le livre décède, et c'est vrai que coup sur coup dans la série je trouve que ça aurait été un peu brutal, enfin ça m'aurait fait un petit peu bizarre qu'on perde les 2 acteurs de Laena et de Laenor, et donc j'espère que Laenor va pouvoir revenir, parce que si vous avez bien compris, alors il y a cette scène aussi qui est géniale avec le montage alterné, on croit vraiment, premier degré au départ, que Rhaenyra et Daemon vont faire assassiner Laenor, et on se dit mais attends, mais Daemon je l'en crois capable, mais Rhaenyra elle bascule là, elle bascule par amour, mais elle bascule complètement quoi. Et en fait voilà, avec un petit twist, on nous fait comprendre que non, ils ont établi un plan, puisque c'est Daemon qui tue un serviteur qui va servir à faire croire que Laenor est mort brûlé dans le feu de la cheminée. Et alors tout le monde est en mode ah bah c'est cool, ils vont pouvoir se mettre ensemble, Rhaenyra, Daemon, c'est chouette. J'ai l'impression d'être le seul à dire attendez, c'est-à-dire que Laenor, Karl, Rhaenyra et Daemon sont tous complices de meurtre en fait. Ils viennent de tuer un pauvre servant qui n'a rien demandé à personne, et genre hop là, mais comme c'est fait vite, c'est le prix de la liberté, et puis on n'est pas censé les juger. Bah moi je trouve que c'est un élément quand même qui dit quelque chose quoi sur leur personnalité. Peut-être que Rhaenyra est pas au courant, hein, peut-être que Daemon a fait ça tout seul. Quand même je trouve que là on franchit une belle ligne rouge quoi. Donc voilà, j'aime bien la capacité qu'ont les gens à glorifier leur personnage préféré. Je suis sur plein de groupes Facebook où les gens discutent. Est-ce qu'ils sont de la team noire, donc les fans de Rhaenyra, ou est-ce qu'ils sont de la team verte, les fans de Alicent, et tous utilisent d'arguments complètement insensés pour défendre leur parti, voilà. Et ouais, donc je trouve que c'est assez choquant, et ça me paraît aussi bizarre que ce serviteur, la mort ou la disparition de ce serviteur ne soit pas remarquée. Voilà, je trouve que scénaristiquement, à y réfléchir, là il y a un peu une faille quoi, comme Kristen Cole qui tue quelqu'un pendant le mariage et qui n'est pas embêté. Mais je comprends, pour le montage, pour l'histoire, on nous laisse nous faire notre propre idée en tête. Bon, j'aimerais mieux que ce soit quand même ficelé jusque dans ces détails là quoi. Et donc ouais, je pense que le personnage de Laenor va revenir. Je pense qu'ils vont le refaire revenir à un moment critique, voilà, gros retournement de situation, on aura une belle surprise, peut-être même pas dans cette saison. Voilà, il y a ça qui m'a gêné, je dis, je trouve que c'était un épisode exceptionnel, mais c'est un petit détail. Autre petit détail aussi qui m'a gêné pour terminer, je trouve que la perruque qu'ils ont mis à Viserys, enfin pour lui faire un faux crâne, ça se voit en fait, la limite entre son vrai crâne et le faux crâne se voit. Après c'est très compliqué parce que ceux qui posent des prothèses et tout ça, ils travaillent sûrement à la lumière, ils font ça de manière très subtile, et après sur le tournage, il y a différentes lumières, il y a plein de choses qui changent, et voilà, on peut pas prévoir une perruque en fonction forcément de toutes les lumières et les différences de luminosité qu'il va y avoir, mais du coup je trouve que ça se remarque. C'est un détail, hein. Après je vous dis c'est tout à fait formidable, je vais pas cracher dans la soupe. Voilà, c'était un épisode absolument exceptionnel, j'ai trop hâte d'être à mardi prochain. Pour l'instant on a eu le sang, mais on n'a pas encore eu le feu. Et on va avoir le feu et le sang, let's go!